Théo Yom, avocat, il est avec nous ce matin, jeune avocat d'ailleurs. Théo Yom, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour à vous, bonjour à Patient parfait d'homme. Monsieur Partial. Patient parfait. Patient parfait. Ça fait pipi. Nous nous sommes rencontrés ailleurs, j'ai eu des difficultés à dire patient parfait, donc ça continue. Mais j'espère que cette fois-ci c'est une bonne faute pour vous. Oui, maintenant c'est retenu patient parfait. Voilà, ça va. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de revenir de venir sur ce plateau pour parler avec nous justement d'un sujet d'actualité également. Patient parfait d'homme est resté également sur ce plateau. Lui également va essayer de partager avec nous justement ce sujet qui est à l'ordre du jour et surtout qui fait l'actualité, c'est le chômage technique. Alors maître, c'est quoi le chômage technique? Alors, nous sommes dans une période de crise, oui. Et malheureusement, beaucoup d'entreprises et beaucoup de salariés nous contactent parce qu'ils font face à des difficultés et le chômage technique s'impose à eux. En fait, le chômage technique, c'est une interruption collective du travail en raison d'une force majeure ou de problèmes économiques, de conséquences, de circonstances économiques particulièrement défavorables. Donc, lorsque nous nous retrouvons dans une situation comme la crise actuelle, pour prendre un simple exemple, les hôtels, oui. Pour faire simple. En général, les hôtels, c'est pas pour les autochtones, ceux qui habitent dans une région, c'est pour ceux qui viennent d'ailleurs. Lorsque le gouvernement prend la décision de fermer les frontières, ça fait qu'on n'a plus de visiteurs, on n'a plus de tourisme, et les hôtels sont obligés de mettre la clé sous le paillasson. Au moins pendant la période où les frontières sont fermées. Oui. Le personnel de cet hôtel-là se retrouve malheureusement en chômage technique. La difficulté, c'est de pouvoir respecter les conditions de mise en place du chômage technique. Voilà. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut revaloriser ces personnes qu'on a envoyées en chômage technique? Alors, il faut comprendre que le chômage technique, c'est une condition de suspension du contrat de travail. C'est-à-dire que lorsque vous avez un contrat écrit en général, même comme le contrat peut être verbal aussi, lorsque vous avez un contrat, qu'il soit écrit ou verbal, oral, qu'il soit à durée indéterminée ou à durée déterminée, le législateur a prévu que votre contrat est suspendu pendant la période technique. Pendant cette suspension, vous avez droit à ce qu'on appelle une indemnité. Pas vraiment votre salaire, mais une indemnité. Il faut aussi dire que le chômage technique est encadré dans une période maximum de 6 mois. Et donc, pendant ces 6 mois, vous avez droit à une indemnité. Chaque fin du mois? Chaque fin du mois, mais une indemnité qui évolue à la baisse. C'est-à-dire, l'arrêté de 95 qui régit les indemnités de chômage technique prévoit que le premier mois où vous êtes en chômage technique, vous avez 50% de votre salaire. Votre indemnité s'élève à 50% de votre salaire. Le second mois, votre indemnité s'élève à 40% de votre salaire. Le troisième mois, oui. Votre indemnité s'élève à 30% de votre salaire. Oui. Le mois qui suit, 20%. Et ainsi de suite, 10%. Voilà, donc ça s'arrête au 6e mois. Voilà. Donc, dès que les 6 mois sont passés... En principe, après 6 mois, oui. Soit l'employeur vous remet dans vos conditions d'avant chômage technique, soit on envisage un licenciement pour motif économique. Motif économique. Voilà. Et dans le cas, nous sommes justement en pleine crise de Covid-19, plusieurs employés dont sont d'ailleurs en chômage technique. Et si, admettons une admission que la crise ne s'arrête pas d'ici les 6 mois, après les 6 mois, toutes ces personnes sont considérées comme étant des personnes au chômage? Alors, ça dépend. C'est-à-dire que de toutes les façons, le chômage technique, la mise en chômage technique ne peut durer plus de 6 mois. Maintenant, l'employeur qui a les moyens de maintenir son personnel peut trouver avec eux un arrangement, un accord. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'en plus de la loi et de l'arrêté réduisant l'indemnité de chômage technique, il y a des conventions collectives qui peuvent, par dérogation, apporter des conditions plus favorables pour les employés. Donc, en fonction du secteur d'activité, peut-être les hôteliers ou les banquiers, chacun dans son secteur d'activité peut avoir une convention collective qui accorde des conditions plus favorables que la loi aux employés. Donc, c'est le principe qu'après 6 mois, si l'économie n'est pas repartie, si l'employeur
n'a pas les moyens de vous retenir, n'a pas décollé. Voilà, il vous licencie pour motif économique en vous payant, pour ceux qui remplissent les conditions, un préavis et une indemnité de licenciement. Est-ce que les personnes, par exemple, qui vont en chômage technique, si elles ne sont pas payées, comme vous avez dit, de 50% à 10%, elles peuvent porter plainte? Alors, à chaque fois qu'un salarié a un différend individuel avec son employeur, il peut toujours saisir l'inspection du travail parce que son indemnité de chômage technique lui est due de toutes les façons. Parce qu'on présume que son employeur a les moyens de lui payer au moins cette indemnité-là. Maintenant, il peut arriver effectivement que l'employeur soit dans une situation de ne pas pouvoir payer son employé. De ne pas pouvoir payer cette indemnité. Toujours est-il que l'indemnité est due. Maintenant, elle est obligatoire? Elle est obligatoire. Elle est due. Elle est due, elle est obligatoire. Il a l'obligation de lui payer son indemnité pendant le chômage technique. Pendant les 6 mois de chômage technique? Oui. Vous avez dit que ça ne dépasse pas voilà. 6 mois. Pas plus de 6 mois. Oui. Maintenant, cela dépend comment je vais dire, de la psychologie à la fois de l'employé et de l'employeur. C'est-à-dire que si vous êtes dans des conditions, si vous êtes dans une relation où vous vous entendez, vous pouvez vous dire, ok, je remarque que malgré la volonté de mon employeur, il n'est pas capable pour l'instant de me payer mon indemnité pendant que je suis en chômage technique. Il n'est pas capable ou bien il ne veut pas? Je dis que ça dépend de la psychologie. Il n'est pas capable de payer. Alors, je refrains un peu mes envies de contentieux et j'attends. Même comme je sais que cette indemnité m'est due, et au moment donné, je vais calculer le tout et je vais saisir l'inspection du travail. Tout comme on peut se dire, voilà un employeur qui est capable mais qui ne veut pas payer. À ce moment-là, on a intérêt à saisir l'inspection du travail pour faire respecter son droit. Je vais continuer toujours dans la même lancée. Je parle maintenant des 2 contrats. Vous avez parlé d'un contrat oral et d'un contrat bien écrit. Jusqu'à preuve de contraire, dans 70% à 80% des cas sur le triangle national camerounais, il n'y a pas réellement de contrat. Alors, il y a toujours un contrat. Il faut se le dire. Si quelqu'un arrive dans cette entreprise, il se met à travailler, on lui donne des ordres à la fin du mois ou à la fin de la semaine. À la fin du mois ou à la fin de la semaine, on lui donne une indemnité. Tous les jours, comme ça, il reçoit des ordres, il vient, il travaille, il repart. Vous ne vous êtes rien dit. Oui. Mais il y a un contrat de fait, en réalité. Donc, même s'il n'y a pas un contrat même s'il n'y a pas un contrat écrit, c'est-à-dire que même si vous ne vous êtes pas assis, et que vous avez discuté, vous avez mis des clauses sur un papier et vous avez signé, même si cela n'a pas été fait, les conditions dans lesquelles vous êtes peuvent laisser penser qu'il y a un contrat. Et dès lors que cette personne peut prouver qu'il y a eu un lien de subordination et 2, une rémunération, qui sont les conditions essentielles de la démonstration de l'existence d'un contrat, alors cette personne est sous contrat. Donc ça signifie que si un temps soit peu vous travaillez et que vous recevez un salaire à la fin du mois, c'est déjà un contrat. Et qu'il y a un lien de subordination surtout. C'est un contrat. Donc il faut faire attention lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de contrat écrit et que tout est question de preuve en fait. Il y en a même qui vont jusqu'à donner des badges à des gens pour rentrer dans les entreprises mais se disent que puisqu'il n'y a pas de contrat, on n'a rien signé, donc cette personne-là ne fait pas partie de mon personnel. Il faut faire très attention. Il faut savoir que lorsqu'il existe un lien de subordination, un travail effectué et une rémunération, il y a contrat. Souvent même, il n'y a pas de rémunération parce qu'on se dit que, je ne paye pas, il est là, c'est mon bon petit, comme on dit souvent, il vient là, il fait ce qu'il a à faire. Mais il faut savoir que cela a des conséquences juridiques. Patient Parfum d'Homme, une réaction. Je vois sourire la tête quand Maître Yom Théo est en train de nous expliquer justement ce chômage technique et sans oublier bien sûr les contrats qui sont effectués d'ailleurs dans les entreprises. Non, Maître Yom Théo, vous voyez que moi je prononce très bien votre nom, j'ai rien oublié. Non, il a été vraiment extrêmement clair et brillant sur cet exposé. Mais d'abord, je tiens à féliciter certains de vos jeunes collègues qui ont eu leurs examens hier. Oui, hier. Il y en a qui ont accédé au grand tableau hier. Voilà, donc je pense précisément à ma voisine Arlette qui enfin va porter la touche d'avocat. Après des donc, années félicitations à tous ces
avocats stagiaires qui ont passé l'épreuve de feu. Alors, ce qui m'a intéressé dans la démonstration de Maître tout à l'heure, vous voyez, la plupart de nos structures, il y a souvent ce débat ailleurs. Oui. Quand la société fait des bénéfices énormes, est-ce qu'on pense souvent aux employés? Première question. Mais quand c'est en cas de difficulté, très rapidement, la société va essayer de dégraisser pour revenir à des proportions congrues pour permettre en fait d'entretenir la maison, comme on dit. Oui. Mais ce qui est grave dans l'affaire, c'est que la plupart des sociétés qui seraient peut-être en capacité d'offrir des contrats à durée indéterminée à leurs employés, qu'est-ce qu'ils ont fait au Cameroun? Ils se sont retournés vers ce qu'on appelle les structures d'intérim, de placement. Oui. Et ces structures de placement, on sait comment ça fonctionne. Vous travaillez 6 mois, après un beau matin, dégagez. Allez d'abord à la maison, oui. Vous vous reposez un mois et puis on vous rappellera. Les opérateurs mobiles sont champions dans ce jeu. Alors qu'ils engrangent des bénéfices pas possibles sur le dos des Camerounais. Premièrement. Deuxièmement, il y a de grosses entreprises qui font beaucoup d'argent, mais qui ont aussi qui ont opté pour ce qu'on appelle les sous-traitants. Oui. Et vous connaissez la fragilité des sous-traitants. Dans un cas comme le cas que nous vivons là, ces sous-traitants, la plupart, seront dans l'incapacité de payer ces indemnités que Maître vient de décliner là. À partir de ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas de responsabilité sociale de ces grosses structures qui se font un fric fou sur le dos et justement la grande interrogation, hein, voilà. Parce que beaucoup de personnes posaient la question. Et qui ont trouvé dans l'organisation, j'allais dire sur le plan juridique, des failles pour se prémunir justement des situations comme celle-là, pour prendre leurs responsabilités vis-à-vis de la société. Parce que je peux vous le dire, l'après Covid-19 va être très très difficile pour les anciens salariés. Pour ceux qui seront justement dans cette escarcelle des gens qui sont en chômage technique. Ils vont avoir beaucoup de difficultés parce que ça va être, excusez-moi, le thème plus ou moins de chantage de la part du patron par rapport à ces employés. Et c'est ça qui fait le plus mal. Les inspections de travail, peut-être qu'on aura le temps de revenir là-dessus. Mais on va revenir là-dessus. Il aura le temps de revenir sur ce Il y a les délégués du personnel de la communauté urbaine de Douala qui, même devant l'injustice, ont eu gain de cause, mais qui ont été incapables d'être repris au travail malgré les injonctions des délégués du travail. Donc on se pose bien des questions à quoi ça sert par moment. Justement, jusqu'à preuve de contraire, où est la responsabilité de l'État? Alors, l'État a le devoir de mettre sur pied un cadre législatif dans lequel les employés et les employeurs vont se mouvoir afin de régir les relations. Malheureusement, la loi, elle est ce qu'elle est. Elle est dure, mais c'est la loi. C'est-à-dire et nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire que on peut éventuellement, à une époque, on disait law as it is and law as it ought to be. C'est-à-dire que peut-être que nous envisageons la loi sous un prisme différent. C'est-à-dire qu'on aimerait que la loi dise ceci ou qu'elle fasse ceci. Mais il y a toujours un jeu d'équilibre. Lorsque le législateur se penche sur une situation, il faut bien protéger les intérêts de tout le monde. C'est-à-dire que si on se dit que la loi, elle est totalement en faveur de l'employé et que pendant une période de crise, on doit le maintenir dans les mêmes conditions que quand il n'y a pas de crise, j'imagine que c'est un peu difficile à concevoir. Dans des conditions comme celle-là, le chômage technique est une mesure de préservation de l'emploi. Il faut le dire. Parce que on peut considérer que cela aide l'employeur, mais on peut considérer aussi que c'est une mesure de préservation de l'emploi. Parce que imaginez-vous une situation, on parlait de loterie tout à l'heure. C'est-à-dire que quelqu'un qui compte sur les revenus et les recettes de ce qu'il se fait, de tout ce qui passe dans son hôtel pour payer les salaires, oui, se retrouve du jour au lendemain sans rien du tout, aucune entrée du tout. Bon, on peut se dire qu'il a peut-être pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années engrangé des bénéfices qu'il a gardés quelque part. Disons-nous donc que ce sont ces bénéfices-là qui vont servir à payer les indemnités pendant le chômage technique. Oui. Sinon, où est-ce qu'il prend l'argent pour payer ses employeurs? Dans ses propres poches, peut-être. Et encore que là, ça le mettra lui-même en difficulté. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a des situations où il y a des abus.
les sociétés de placement qui sont utilisées par des grandes structures pour recruter du personnel alors qu'elles peuvent donner des CDI. Est-ce qu'on peut porter justement plainte à ces structures de placement qui placent justement des employés dans d'autres grandes structures qui, elles, engrangent énormément tant qu'elles agissent, oui. Tant qu'elles agissent, ces sociétés de placement, conformément au texte, vous pouvez toujours, on ne peut pas empêcher quelqu'un de saisir les sections du travail ou les tribunaux, mais tant que ces sociétés-là agissent dans le cadre prévu par la loi, il n'y a pas de raison de prendre beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour aller saisir les sections du travail. Et encore, quand vous dites porter plainte, ça peut prêter à confusion parce que la plainte, proprement dite, juridiquement parlant, renvoie à une action pénale. Disons, saisir l'instruction du travail ou bien se plaindre. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça pour que les gens comprennent bien. Donc, effectivement, on peut se plaindre du fait qu'on a été recruté par une société de placement alors qu'on aurait pu être recruté directement par un employeur. Mais la loi prévoit que vous pouvez être recruté par une société de placement et être employé par quelqu'un d'autre. Et si vous acceptez ces conditions lorsque l'on vous recrute, sachez que vous acceptez aussi le risque que vous ne soyez pas retenu dans cette société-là et qu'à la fin de votre contrat, que vous soyez parti. Dans ces conditions-là, une petite précision quand même, il y a beaucoup de situations, beaucoup de gens qui sont venus nous voir parce que ils ont été utilisés dans des sociétés, dans des structures, plus de temps que prévu. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le placement n'est pas indéfini. Le placement est limité. À combien de mois? À 1 an maximum pour le même employeur. Donc, lorsque une société de placement vous recrute et vous place dans une entreprise, vous en avez pour 1 an. Vous en avez pour 1 an maximum. Lorsque la période d'1 an passe et que vous continuez à rester dans cette entreprise, vous passez en CDI. Pas dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, mais dans la structure de placement. Est-ce que ça change concrètement quelque chose dans votre situation, surtout votre situation financière? Je ne suis pas sûr. Parce qu'en général, ces sociétés de placement, c'est des PME qui n'ont pas forcément le pouvoir économique pour employer. C'est-à-dire qu'il y a quelques personnes qui travaillent de façon permanente pour chasser des têtes et tout ça là. Mais ces structures-là ne sont pas en capacité de payer de façon consistante le nombre de personnes qu'elles placent. Parce que c'est en général la société dans laquelle vous travaillez qui paye votre salaire, qui paye à la société de placement et la société de placement vous paye. Donc à partir de ce moment-là, il faut faire très attention, il faut regarder les conditions dans lesquelles vous êtes pris. Au mieux, lorsqu'on vous appelle pour signer un contrat, société de placement ou pas, CDD ou pas, contactez quelqu'un qui a les moyens de lire votre contrat et de vous dire dans quoi vous vous embarquez. Parce qu'en général, on considère les conseils, les juristes et les avocats comme des médecins après la mort. C'est-à-dire que le conflit a commencé, on est dans des conditions terribles, on commence à dire que oh, ce type-ci me maltraite, et puis on va voir quelqu'un pour dire que comment je fais, alors que vous auriez pu faire ça. Alors que vous avez déjà signé un contrat. On a l'impression aujourd'hui que l'État protège plus les grands employeurs. Oui, les grandes entreprises d'ailleurs. Je disais qu'il y aura un avant Covid-19 et un après. Ce sont des axes de travail, de réflexion que nous devons commencer déjà vraiment pour qu'on essaie de trouver des solutions. Tout à l'heure, avec pour lequel j'ai l'impression que les gens pensent que le monde appartient aux plus rusés, et plus intelligents. Cette affaire de société de placement, quand vous regardez très bien, ce sont les plus intelligents. Ils sont sur le plein de jeu. Parce que comme l'a si bien dit, la société qui vous emploie, il paie un salaire qui est déduit de votre salaire. Vous voyez? Donc, à partir de ce moment-là, ou bien votre salaire est déduit du salaire. Oui, parfois c'est 15%. Hein, voilà. C'est ça, 15 à 20%. Oh non, ça, les chiffres ne sont pas... C'est vrai qu'il y a plusieurs façons de procéder. il y a des structures qui demandent aux sociétés de placement de votre premier salaire. Non. Moi, j'ai entendu chaque fois, parfois, que le premier salaire est directement versé à la société de placement. Oui, mais tout dépend des conditions contractuelles. Il y a des sociétés, des entreprises qui demandent aux sociétés de placement de donner leur marge sur le salaire qu'ils vont payer. Et donc, le salaire qui est payé correspond au salaire net de l'employé,
constitué en plus de la marge de la société de placement. Maintenant, il y a d'autres qui fonctionnent autrement et qui disent, voilà ce que je suis prêt à payer pour telle ressource, à l'intérieur, déduisez vos marges. Maintenant, il peut effectivement arriver que si on envoie 100 000 à la société de placement, elle vous paye 50 000 et elle se met dans les poches 50 000. Ou elle vous paye 40 000, elle se met dans les poches 60 000. Donc, voilà. C'est qui est compliqué. En tout cas, merci beaucoup à Maître Théogène d'avoir été notre ce matin. En espérant vous revoir d'ailleurs dans les prochains jours. Et surtout à DBS matin. Patient parfait, donc je vous dis également merci d'avoir été notre ce matin. C'est souvent bien d'avoir des personnes qui nous disent des choses aussi simplement que possible.